Bonjour à toutes et tous. Alors, je vous propose qu'on commence. Les retardataires nous rejoindront. Déjà, vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux assister à cette dernière conférence des Amphis 2024, même si ce n'est pas terminé, puisque la soirée s'annonce riche et qu'il y a encore le meeting demain. Mais merci d'être venus à cette conférence bifurcation énergétique, un changement de société. Alors, depuis les années 70 et la parution du rapport Meadows, les limites à la croissance, nous savons que la croissance prédatrice du capital ne pourra être infinie. Parmi ces nombreuses limites, les ressources planétaires, qui sont chaque année un peu plus consommées, d'innombrables sommets internationaux ont vu le jour depuis, la Convention des parties, que vous connaissez sous le nom des COP, anime biannuellement les débats plus ou moins écologiques entre les chefs d'État. Mais force est de constater que les générations de gouvernants n'ont pas réussi à inverser la tendance. Pire, chaque année, le jour de dépassement avance. C'est le jour à partir duquel l'humanité consomme plus que ce que la nature est capable de régénérer. En 1971, ce jour était le 25 décembre. Il a été cette année le 1er août. Chaque année, nous produisons, nous consommons, nous détruisons un peu plus. Chaque année, nous polluons les terres, l'eau, l'atmosphère. Chaque année, nous mettons un peu plus à l'épreuve les écosystèmes, le climat et les êtres humains qui le subissent. L'ours polaire sur la banquise qui fond, les marées noires qui inondent les mers, nous ont tous marqués au début du siècle. Et quelle réponse les dirigeants des pays les plus pollueurs ont apporté ? Rien, aucune, comme d'habitude, qui ne s'éloigne du modèle capitaliste. C'est l'essence même de ce modèle qui est la cause de la crise climatique et écologique. La transition douce n'aura pas lieu avec eux. De même que la gauche ne peut pas porter docilement les mesures d'atténuation du capitalisme. Alors aujourd'hui, reste la rupture, reste la bifurcation, reste la planification. La planification écologique telle que nous la concevons à la France insoumise repose sur une grande bifurcation des pratiques actuelles. Il faut rendre nos vies soutenables pour les écosystèmes dans lesquels nous vivons, ce qui permette la vie. Les politiques des dernières décennies n'ont pas été, je le disais, à la hauteur du chantier. Et je tiens aujourd'hui à remercier une nouvelle fois Martine Billard qui, dès 2009, avait proposé une proposition de loi sur la planification écologique. Et nous, insoumis, nous l'avons repris dès 2012. Mais cette planification nous a été volée. On entend souvent parler d'Emmanuel Macron de planification, mais malheureusement, les actes ne vont pas trop avec sa sémantique. Macron, l'ami des financiers, qui enchaîne les cadeaux fiscaux aux plus gros pollueurs. Macron, le coupable d'inaction climatique, dont le retard sur le déploiement des énergies renouvelables a même été condamné par l'Union européenne à 500 millions d'euros d'amende. Ce monsieur a décidément la désobéissance variable. Mais aujourd'hui, une éclaircie traverse les nuages en France. Celle de l'arrivée au pouvoir du nouveau Front populaire, malgré ce qu'on peut entendre depuis hier, mais soyez certains qu'on ne lâchera pas pour que le nouveau Front populaire arrive au pouvoir. Et une éclaircie car nous portons dans le programme, et vous le savez certainement, une grande loi énergie-climat pour un État fort. Et dès les 100 premiers jours d'application et d'arrivée au gouvernement, nous avons 3 objectifs. Premièrement, nous chiffrerons les besoins en énergie. Les économies que permet la sobriété telle qu'on la conçoit, que ce soit dans les transports, dans l'alimentation, dans les logements par exemple. Nous fixerons les échéances temporelles précises quant aux besoins de production d'énergie renouvelable, chose que Macron n'a toujours pas fait en 7 ans. Et nous romprons avec la main invisible du libéralisme qui a montré une efficacité à bifurquer efficacement. Elle n'a fait qu'aggraver le problème. Alors, nous le savons, il faut une réelle bifurcation écologique avec les pratiques actuelles. La conférence d'aujourd'hui vise à esquisser l'idéal de notre société, entamant une bifurcation par le prisme de l'énergie. La production d'énergie, on pourrait aussi parler d'utilisation ou de transformation de l'énergie, est le cheval de guerre de cette bifurcation énergétique. La surconsommation des énergies fossiles est à l'origine du changement climatique causé par l'homme. Et en même temps, nos sociétés en restent extrêmement dépendantes pour garantir un même niveau de vie que nous possédons actuellement. Du moins, ce que veulent nous faire croire tous ceux qui ont intérêt à la croissance des grands énergéticiens pétroliers, à charbon et au gaz. Mais une autre production d'énergie est possible. Une réelle bifurcation est possible. Une réelle planification écologique portée par un État fort et profondément démocratique est possible. Alors aujourd'hui, pour cette conférence, nous avons la chance d'accueillir
2 experts de la bifurcation énergétique parmi nous. Lucie Pinson, qui était fondatrice et directrice de Reclaim Finance, qui s'attaque principalement aux financiers des énergies fossiles et promeut un autre modèle financier servant la transition énergétique. Ton travail précieux est essentiel pour permettre la transparence d'un modèle opaque pour le grand public. Au cours de tes études, tu participes notamment à l'organisation de contre-sommets du G8 et du G20. Puis tu travailles aux Amis de la Terre de 2013 à 2017 en tant que chargé de campagne finance privée et cible le charbon, première source d'émissions de gaz à effet de serre. Tu es une des principales artisanes du name and shame qui expose au grand public les mauvaises pratiques des grosses entreprises en intégrant leur assemblée générale. En 2020, tu fondes l'ONG Reclaim Finance qui, je ne sais pas si j'ai le bon accent anglais, tu l'auras mieux que moi sûrement, qui cible les financements du charbon, du gaz et du pétrole, notamment par les banques. Pour ton œuvre, tu reçois la même année le prix Goldman pour l'environnement, équivalent au prix Nobel pour l'écologie, pour ton action en faveur de la fin du financement du charbon par les grandes banques, sociétés d'assurance et d'investissement. Nous recevons également Jean-Baptiste Grenier, qui est ingénieur centralien spécialisé en énergie. Tu es passé par la ville de Trappes où tu pilotais la stratégie de planification écologique d'une ville populaire de 30 000 habitants. Depuis 2 ans, tu coordonnes ces thématiques au sein du département planification écologique de l'Institut La Boétie. Tu as aussi travaillé sur le chiffrage du programme, on en parlait un petit peu tout à l'heure, notamment sur le volet écologique de l'avenir en commun. Récemment, tu as coécrit un article. La planification écologique implique-t-elle une dictature verte? Pour le média Le Vent se lève, média auquel tu contribues depuis plusieurs années sur les questions écologiques. Excellent article que je vous invite d'ailleurs toutes et tous à lire sur le pilotage efficace de la planification écologique par un État fort mais profondément démocratique. Alors Jean-Baptiste, pour te laisser la parole pour débuter, peux-tu nous expliquer pourquoi la question énergétique nous intéresse tant à la gauche de rupture que nous sommes et quelles solutions disposons-nous pour faire face au système actuel? Donc, bonjour à tous. Merci déjà beaucoup. Merci à l'Institut La Boétie et à Sylvain pour l'invitation et l'animation de la conférence. Dans les quelques minutes là, qui vont suivre, je vais essayer de principalement parler des travaux menés sur les questions énergétiques et climatiques au sein du département planification écologique de l'Institut La Boétie. Et je vais essayer de me faire le porte-voix des différents travaux qui ont pu être menés avec des camarades, experts, fonctionnaires ou militants qui travaillent sur ces questions-là au sein de l'Institut La Boétie. Pourquoi est-ce que la question énergétique nous intéresse? Je pense qu'il y a 3 éléments assez importants qu'il faut avoir en tête. Donc ce que tu disais, Sylvain, sur le fait, le rôle que joue l'énergie dans notre société. Toute notre civilisation matérielle repose sur une énergie abondante, abordable et disponible tout le temps, partout. Et aux 3/4 notamment d'énergie fossile. Cette consommation énergétique, elle s'est multipliée d'un facteur 20 au cours des 2 derniers siècles. L'utilisation massive d'énergie fossile, c'est aussi elle, évidemment, comme vous le savez tous, qui est la principale responsable à 80% du dérèglement climatique que nous suivons et a aussi des impacts, évidemment, sur l'état de santé de nos écosystèmes. Mais dans le cadre aussi de l'analyse plus globale que porte notre famille politique sur l'analyse critique du capitalisme, c'est important aussi de comprendre que le système énergétique actuel, il a toutes les caractéristiques d'une infrastructure clé de la société capitaliste. Et donc d'une infrastructure, au même titre que l'infrastructure, par exemple, bancaire et monétaire, on en parlera, qu'il faut faire bifurquer, qu'il faut modifier en profondeur pour acter, marquer et rendre possible la rupture avec la société capitaliste dans sa version néolibérale que nous subissons actuellement. Il y a tout un corpus de la pensée critique qui regarde les liens entre logique capitaliste et emploi massif d'énergie fossile. Par exemple, je cite les travaux de Andreas Malm, vous l'avez peut-être déjà vu des conférences, donc qui est intervenu pour notamment invité par l'Institut La Boétie lors des conférences, qui montre que si évidemment le mécanisme premier du capitalisme, c'est l'exploitation du travail humain au sein de la société,
par le capital. La nature et les ressources qu'elle fournit, notamment l'énergie, en fait, sont le corps du capitalisme. Sans l'exploitation de la nature, mais aussi d'autres formes de travail gratuit, comme celui de l'exploitation du travail des femmes ou des animaux, le capitalisme ne survivrait pas, et c'est des conditions indispensables à sa reproduction. Et donc nous, sans la nature, les énergies et les ressources nécessaires à la mise en valeur du capital, tous les processus d'accumulation seraient bien plus difficiles. Donc nous, le cadre dans lequel s'inscrit cette réflexion, c'est que l'énergie abondante, c'est elle qui permet en permanence de nourrir la frénésie d'accumulation et d'expansion des logiques capitalistes, notamment en permettant de repousser les frontières d'exploitation. Ça veut dire aller chercher de nouveaux marchés, aller chercher de nouvelles ressources, accélérer la circulation de marchandises et donc de valeurs et donc de profits, et aussi conquérir de nouveaux marchés, augmenter les débouchés. Donc vraiment, l'énergie joue un rôle clé. Et donc ça, c'est, je pense, la première conclusion aussi sur laquelle on peut s'accorder, c'est que une rupture, comme le prône l'avenir en commun dans notre mode collectif d'organisation, nécessitera aussi forcément une refonte profonde de l'organisation du système énergétique, qui est donc, comme je disais, une des infrastructures énergétiques stratégiques à faire bifurquer, comme par exemple le fonctionnement du monde agricole ou le système bancaire. Bon, là pour l'instant c'était un peu de théorie pour remettre le contexte, mais on va essayer de voir à peu près concrètement ce que ça veut dire avec un gouvernement NFP au pouvoir. On a toute une série de travaux qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation pour l'Institut de la Boétie, et notamment une importante note là, qui est prête ou quasi prête à 99%, notamment pour préparer une future loi de programmation énergie-climat qui vise à regarder très concrètement, ça veut dire quoi la bifurcation énergétique pour notre famille politique. Il y a deux problèmes quand on parle d'énergie qui doivent être traités conjointement. Tout d'abord, la question de l'évaluation collective des besoins, de quoi on a besoin pour faire fonctionner notre société, faire fonctionner les services publics, pouvoir aller travailler, produire ce dont on a besoin, nourrir, loger, de quoi on a besoin pour faire tout ça. Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Et la deuxième question, c'est, une fois qu'on a regardé au niveau ce qu'on a besoin de consommer, comment est-ce qu'on le produit? Donc analyser finement les conditions de production. Et c'est là qu'il y a deux grilles de lecture qui sont absolument indispensables à regarder quand on regarde la question énergétique. Il y a une analyse déjà fine par technologie, et par mesure qu'on promeut. Par exemple, je sais pas, on promeut l'éolien ou le photovoltaïque ou les pompes à chaleur. Regarder par technologie donc ces impacts. Est-ce que ça permet de répondre aux besoins énergétiques? Est-ce que ça a un impact sur les inégalités? Est-ce que le choix de cette énergie ou de cette organisation spécifique facilite ou non la rupture avec le système capitaliste, ou au contraire le renforce-t-il? Ça, c'est des questions importantes qu'on doit se poser. Quels sont les impacts sur les limites planétaires? Est-ce que ça a un impact positif, négatif sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau, sur un certain nombre de limites, sur l'emploi? Ça, c'est la première chose. C'est souvent ce qu'on fait quand on regarde une technologie. Par exemple, il y a un débat, je sais pas, sur la méthanisation. On va regarder quel est l'impact sur le modèle agricole, quel est l'impact sur la capacité à répondre à un certain nombre de besoins énergétiques. Mais il y a aussi une analyse du bouclage global. Ce qu'il faut, c'est que la somme de toutes les capacités de production qu'on met en œuvre doit pouvoir permettre de répondre au bouclage global de notre société. Donc, oui, on gouverne par les besoins, et derrière, en face, on met les moyens de production. À la France Insoumise, on a donc une méthode sur la question énergétique, c'est de gouverner et de planifier le système énergétique par les besoins. C'est comme pour tout le reste, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de surprise. On regarde ce dont on a besoin, on regarde quelles sont les contraintes, notamment les contraintes planétaires, pour respecter la règle verte, respecter les limites planétaires. Et derrière, en matière énergétique, on se repose assez classiquement sur ce qu'on appelle le triptyque sobriété, efficacité et énergie renouvelable. On reviendra dessus un peu plus tard. Et toute la question en matière énergétique, c'est de trouver le bon équilibre entre à la fois les leviers humains, donc quelle organisation on est prêt à mettre en place, à quoi on est prêt à renoncer, jusqu'où on veut faire de la sobriété, et les leviers technologiques, quelles technologies on est prêt à promouvoir, quelles sont nos lignes rouges, quels sont nos points d'attention. Et dans la suite de ma présentation, je vais essayer un peu de revenir sur deux sujets particuliers. Côté consommation, la question de la sobriété et de sa mise en œuvre. Et côté production, quelle est notre stratégie de développement des renouvelables? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va regarder ensemble quelques caractéristiques de cette bifurcation énergétique.
Merci Jean-Baptiste pour cette première intervention. Et justement, tu parlais de règles vertes, de sobriété. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel changement profond sur la société implique une sobriété planifiée? On sait aujourd'hui que la France, en plus de ses 3 millions de millionnaires, compte 10 millions de personnes pauvres qui n'ont pas forcément le pouvoir de changer leurs habitudes et d'être plus sobres dans leur quotidien. Ce qui est paradoxal d'ailleurs avec le fait de changer leur niveau de vie, puisque les pauvres sont souvent ceux qui sont le plus écolos dans leurs usages. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire comment rendre cette sobriété populaire et vectrice de progrès social? Donc, effectivement, donc la question de la sobriété, c'est une des questions clés qu'on a traitées dans le cadre de nos travaux. L'enjeu, c'est de remplacer, on sait qu'on va devoir remplacer toutes les énergies fossiles qu'on a, mais on n'a pas les capacités de production pour remplacer tout le fossile un pour un par des énergies renouvelables, ou par du nucléaire, ou par ce que vous voulez. On sait qu'on va devoir structurellement diminuer notre consommation énergétique. Ça, c'est quelque chose qui est admis par l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur ces questions. Et on a 2 leviers pour faire ça. On a la sobriété, donc comme tu disais Sylvain, donc c'est-à-dire des choix délibérés, collectifs, démocratiques de renoncement à certains usages, consommateurs d'énergie, donc qui correspondent plutôt à des leviers humains et organisationnels. Et on a aussi des leviers d'efficacité énergétique, donc qui consistent à baisser la consommation d'énergie à service et confort constant. Donc par exemple, on isole la maison, mais on garde la même température. Alors que la sobriété, c'est baisser de 21 à 19 degrés, par exemple. La sobriété, nous, pourquoi la question de la sobriété est intéressante? Parce que pour nous, la sobriété, elle s'oppose à la pénurie. La pénurie, c'est une des marques de fabrique du capitalisme. On pense aux nombreuses crises, par exemple la crise électrique de l'hiver 2022-2023, où on a dû tous réduire nos consommations, les médicaments, la crise des médicaments, les ruptures d'approvisionnement des matières premières. Il y en a même parmi nous qui ont dû manquer de moutarde récemment. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est arrivé, mais c'est des choses qui arrivent. Et la question, au contraire, la sobriété, c'est des choix collectifs choisis, et c'est comment on organise la répartition des ressources, des matières premières, dans un monde où il y a quand même une contrainte matérielle qui existe. Nous, à court terme, évidemment, le premier levier qu'on compte activer, et qui est pour le coup, on en discute souvent, c'est la régulation et le contrôle fort de ce qu'on appelle les consommations ostentatoires. Les consommations ostentatoires, c'est tout ce qu'on va appeler les consommations énergétiques qui sont en trop. C'est le jet de Bernard Arnault, l'hélicoptère de Bolloré, c'est les yachts, c'est la publicité en trop, c'est toute une série de choses qui sont évidentes et sur lesquelles on va taper sur ceux qui consomment vraiment trop. Par exemple, en France, le premier décile consomme 2 fois plus d'énergie que le décile le plus pauvre. Enfin, le décile le plus riche, 10 fois plus que le décile le plus pauvre. Ça correspond aussi à un moratoire sur certaines technologies très énergivores. Donc il y a une débat sur les paquebots géants, les avions de luxe, sur la 6G. Est-ce qu'on pourrait pas par exemple aussi couper ces news? Ça fera peut-être un peu moins d'énergie à consommer. Mais ce qu'on sait, c'est que une fois qu'on fait tout ça, ça suffit pas. Une fois qu'on a appliqué toutes les régulations fortes des consommations ostentatoires, on n'atteint pas les niveaux de sobriété qui sont nécessaires. Donc la question à moyen terme, c'est comment est-ce qu'on organise collectivement la sobriété et à quel levier ça correspond. Il y a toute une série de travaux très intéressants donc, qui ont commencé par les travaux de Negawatt et qui ont été poursuivis de manière assez approfondie par l'ADEME tout récemment, ça s'appelle Transition 2050, qui analysent les différents leviers de sobriété qui sont nécessaires pour réduire structurellement notre consommation. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est vraiment là qu'on revient au titre de la conférence, en quoi la sobriété, ça contribue au changement de société. Parce qu'en fait, on s'attaque à des leviers vraiment structurels, comme les leviers structurels, c'est la baisse de la construction neuve, par exemple. On sait qu'en 2050, il va falloir diminuer entre 60 et 90% la construction neuve. Donc les leviers qu'on active derrière, c'est oui, on va aller sur les résidences secondaires, mais déjà c'est un peu plus que d'aller juste sur les 1% les plus riches, on va un peu plus loin. Oui, sur les logements vacants. Mais ensuite, il va aussi falloir réfléchir comment est-ce qu'on s'occupe de la question de l'habitat pavillonnaire, qui est très énergivore structurellement. C'est la limitation du espace habitat par personne en moyenne. C'est la diminution du nombre de kilomètres parcourus, apparemment en transport. On sait que dans les scénarios de transition les plus ambitieux, il y a on pourrait être amené à réduire entre moins 17 et moins 32% les kilomètres qu'on parcourt chaque année. Donc oui, une fois qu'on a supprimé les voyages en jet de la classe d'affaires et un certain nombre de choses absurdes, qu'on a mis des trains partout, etc.,
il y a une organisation collective de la sobriété à mettre en place, qui soit choisie, qui soit démocratiquement choisie, et qui ne soit pas imposée uniquement aux classes populaires qui subiraient ces choix, comme un certain nombre de politiques, comme les ZFE, par exemple les zones à faible émission, ont tendance à le faire. C'est aussi une mise en œuvre d'une société de la réparation, du réemploi, du recyclage. Donc ça, vous connaissez tout ça. C'est des choses assez classiques, mais qui structurellement ont un impact. Parce que, par exemple, les besoins industriels, on nous parle tout le temps, il nous faut plus d'énergie, plus d'électricité pour l'industrie. Mais cette industrie, en France, l'énergie, elle sert à faire quoi? Elle sert à construire de nouvelles maisons, à créer des biens manufacturés. Qui ne sont pas forcément tous utiles. On pourrait, ça c'est vraiment des choses structurelles sur lesquelles on peut agir, au même titre que donc une baisse globale de la demande de biens manufacturés. Un des derniers leviers importants pour réduire la consommation énergétique et aussi les émissions de CO2, c'est évidemment celle de la consommation de viande. Et là, on voit bien qu'on va un peu plus loin, que la sobriété va un peu plus loin que des mesures qui ciblent les 1 ou les 5% les plus riches. On est vraiment sur des mesures structurelles qui s'adressent fondamentalement à nos modes de vie et qui ne sont pas encore où il faut creuser collectivement, démocratiquement, regarder qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on s'assure qu'il ne soit pas générateur d'inégalité. Les outils de la sobriété, c'est tout ce qu'on appelle les tarifications progressives, c'est la mise en place de quotas. Donc par exemple, pour revenir à la moutarde, je ne sais pas vous, mais peut-être qu'il faut un pot de moutarde par famille et par mois. Ça, c'est ce qu'on va définir collectivement comme quota. Et tout ce qui est au-dessus, en fait, on n'est pas en capacité de le produire. Donc là, il faudra définir collectivement ce qu'il nous faut. Interdire les usages énergétiques excessifs. Et une des propositions qu'on fait dans la note qui est en cours, c'est d'ouvrir pour chaque restriction qu'on imposerait aussi un nouveau droit pour que la sobriété soit juste et aussi universelle. Je prends un exemple. On sait que structurellement, là, il va falloir limiter le trafic aérien. Le trafic aérien, il croît à une vitesse trop rapide et on n'a pas les solutions de décarbonation qui sont suffisantes pour décarboner et le rendre compatible avec les limites planétaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que, ok, peut-être qu'il faut limiter avec des quotas ou des tarifications progressives, mais en contrepartie, on pourrait aussi offrir à chaque Français, il y a un Français sur deux qui n'a jamais voyagé dans sa vie, qui n'a jamais pris l'avion. Est-ce qu'on n'offrirait pas à chaque Français un nombre minimal de voyages au cours de sa vie, par exemple 3 ou 4, qui permettraient à 18 ans d'aller voyager, d'aller découvrir une nouvelle culture, parce qu'évidemment, ça c'est aussi des choses qui sont importantes et qui permettent de rendre la transition compatible. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Ouvrir pour chaque nouveau droit, en face de chaque restriction, mettre un nouveau droit, et c'est vraiment quelque chose qui nous semble creuser pour rendre la sobriété acceptable et aussi créer des droits universels derrière. Donc, de manière intermédiaire, on peut dire que la sobriété, c'est vraiment une clé de voûte des trajets de transition et qui est un levier indispensable. C'est le premier levier qu'il faut activer pour permettre de répondre aux défis énergétiques, à la bifurcation énergétique. Et cette sobriété, elle ne pourra pas faire l'impasse pour la massifier, aussi de s'attaquer à un certain nombre de symboles culturels comme la consommation massive de viande, l'hégémonie de la voiture individuelle, de l'habitat pavillonnaire ou le règne du tout jetable. C'est vraiment des choses structurelles auxquelles on va devoir aussi apporter une réponse et voir comment on rend ça acceptable. Merci, oui, tu parlais des ZFE et ça a été vraiment un gros travail justement dans le mandat précédent des 2 ans, puisque c'est comment on arrive à limiter l'accès aux voitures, mais en proposant des alternatives, et c'est souvent pas le cas, donc ça a été un gros travail, et c'est justement cette écologie, cette planification populaire qu'on a évoqué un petit peu. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler peut-être comment on arrive à maîtriser cette planification, comment on hiérarchise les actions à mener, laquelle aurait le plus d'impact maintenant, mais comment on fait dans les semaines et dans les mois à venir une fois qu'on sera au gouvernement. Et pour faire face à tout ça, quelle énergie renouvelable on pourrait développer, parce qu'on entend souvent, et je pense que vous êtes nombreuses et nombreux ici, sur les marchés, sur les porte-à-porte, où on nous dit oui, mais le nucléaire est indispensable. Et c'est vrai que voilà comment on arrive à dire, nous on a des solutions autres avec les énergies renouvelables, et savoir comment on peut développer ça dans les semaines et les mois à venir. Donc effectivement, côté la question maintenant, on a regardé déjà, on a déterminé collectivement le besoin, on met en place la sobriété, les mesures d'efficacité aussi. Maintenant, il y a encore quelques énergies fossiles qui restent et qu'il faut substituer. Il faut sortir du pétrole, il faut sortir du gaz, du charbon. Et la question, c'est par quelles énergies on substitue tout ça.
à grosse maille, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tout ça, il va falloir le remplacer par des énergies qui sont bas carbone. Le choix collectif, pour l'instant, à la France Insoumise, c'est celui du 100% renouvelable, et donc du développement et du déploiement massif d'énergie renouvelable. Mais la question, c'est à quoi ça correspond. En gros, l'énergie, bon, on fait deux choses. On chauffe des choses et on fait tourner des trucs. Je simplifie un peu. Et en gros, à grosse maille, à l'horizon 2050, on va avoir, et c'est déjà le cas en fait actuellement, 50% d'énergie renouvelable thermique. Donc ça veut dire pour tout ce qui est le chauffage, les besoins de chaleur pour l'industrie, et 50% d'énergie renouvelable électrique. Donc d'énergie renouvelable électrique pour tous les appareils qu'on connaît dans nos logements, dans nos entreprises, etc. Dans les bâtiments. Excusez-moi, il y a un peu de vent. Côté renouvelable thermique, donc ça a vocation à représenter 50% du mix énergétique renouvelable qu'on mettra en œuvre. Et donc les technologies, vous connaissez, qu'il va falloir déployer massivement dans des proportions qu'on n'a jamais vues. C'est les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur, le PV thermique, la géothermie de surface et en profondeur, la biomasse, le biogaz. Et pareil pour les besoins de haute température, donc ça veut dire à 80, 100, 200 degrés, les besoins, notamment pour l'industrie, de biomasse, d'hydrogène qu'on produira à partir d'électricité. Ça, c'est côté énergie renouvelable thermique. Et ensuite, côté énergie renouvelable électrique, ça c'est vraiment les deux dimensions à avoir en tête. Côté énergie renouvelable électrique, on sait qu'on va avoir... alors là, je vais un peu approfondir parce que c'est la question qu'on nous pose souvent sur comment ça marche 100% renouvelable. Est-ce que se passer le nucléaire c'est possible? Quelle est la situation actuelle? Quelle analyse on peut en faire? On sait qu'il va y avoir une hausse importante des besoins électriques d'ici 2050, qui est entre 15 et 40% selon les différents scénarios prospectifs qui existent, notamment liés à la fois à l'électrification du parc automobile, de l'industrie d'un certain nombre d'usages, notamment dans les transports et dans l'industrie. On sait déjà qu'à court terme, dans les 15 prochaines années, il n'y aura pas de nouveau réacteur nucléaire qui sera mis en service. Parce que même si le go est donné là par le président Macron, il ne sortira pas avant 15 ans au minimum. Donc à court terme, seul le développement massif des énergies renouvelables est en mesure de répondre à cette hausse. Et aussi au déclassement progressif des réacteurs qui deviennent les plus anciens, qui vont bien devoir être fermés, que ce soit à 40... que ce soit à 40, 50 ou 60 ans. Donc on va devoir multiplier de manière massive la production renouvelable dans des proportions qu'on a rarement vues en France, et c'est vraiment un élément sur lequel je voudrais vraiment appuyer aujourd'hui. C'est que si on défend la sortie nucléaire, il va falloir mettre le all-in sur les renouvelables dans des proportions assez importantes. Par exemple, pour chaque technologie, des renouvelables va être multiplié dans des proportions 5 à 10, la production d'énergie renouvelable électrique. Donc ça veut dire qu'il va falloir il va falloir s'appuyer, deux éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention, s'appuyer massivement sur le triptyque éolien terrestre, éolien marin, photovoltaïque. C'est vraiment les trois énergies renouvelables qui sont matures actuellement et sur lesquelles, dans les 15 prochaines années, il faut s'appuyer. Ça veut dire que c'est les trois technologies que nous, on doit collectivement encourager, parce qu'on doit les multiplier par un facteur 6, par exemple, pour le photovoltaïque d'ici 2050, et qu'on doit promouvoir. Et ensuite, évidemment, il y aura marginalement, on peut un peu augmenter les capacités des barrages, mais elles sont déjà très très fortement exploitées. Et pour ce qui concerne les énergies marines adaptées à des contextes spécifiques, comme les hydroliennes, la force motrice, c'est des choses qui peuvent être utilisées localement de manière ponctuelle, mais qui n'ont pas la capacité à répondre à grande échelle aux besoins énergétiques. Donc voilà. Et nous, à la France Insoumise, donc on défend la sortie nucléaire, mais la question c'est qu'est-ce que ça implique un mix 100% électrique. On a regardé un peu les différentes technologies qui permettent d'y répondre, donc le triptyque, alors les barrages, plus le triptyque éolien en mer, éolien terrestre, photovoltaïque. Ce qu'on sait, c'est que le 100% électrique, c'est quand même une solution qui a été étudiée au même titre que les différents scénarios avec du nucléaire par un certain nombre de travaux très sérieux, notamment les travaux de RTE, donc de l'opérateur qui assure le transport d'électricité en France, dans leurs études futures énergétiques. Et en gros, eux, ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le 100% renouvelable électrique, c'est possible
sur le papier à l'horizon 2050, mais au même titre que les autres choix énergétiques, ça impose des conditions de possibilité qui sont fortes. Les conditions de possibilité, c'est lesquelles? C'est tout d'abord, donc je le disais, des rythmes de développement très importants des renouvelables, comme on n'en a jamais vu, qui atteignent des niveaux assez importants et qui impliquent donc un volontarisme politique très fort, une planification accrue, notamment sur l'éolien en mer, mais aussi sur le PV et sur l'éolien terrestre, et aussi des nouveaux moyens de planification, de supervision, d'études, donc un renforcement de la puissance de l'État et des collectivités. Ça nécessite aussi, comme vous le savez, on vous dit souvent, une éolienne elle ne tourne pas tout le temps, il ne fait pas toujours soleil, donc le PV ça ne marche pas tout le temps. Ça implique un certain nombre de solutions, de ce qu'on appelle des solutions de flexibilité, donc qui permettent d'assurer qu'à chaque instant, la production électrique permette de répondre aux besoins de consommation. Parce qu'à chaque instant, il faut que ça soit égal. Donc la question c'est, et ça c'est peut-être en porte-à-porte, c'est un élément assez important, c'est à quoi ça correspond cette flexibilité, comment on assure comment on gère l'intermittence de certaines énergies renouvelables. Ça nécessite donc la mise en place de ce qu'on appelle un pool, donc un panel de solutions de flexibilité. Tout d'abord des capacités pilotables. C'est les barrages électriques, c'est ce qu'on appelle les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est des centrales thermiques décarbonées, donc par exemple soit hydrogène, mais ça c'est pas optimal, ou méthane. Ça peut être le nucléaire jusqu'ici, et jusqu'en 2050 on aura forcément, même si on sort à l'horizon 2050 du nucléaire, jusqu'en 2050 on aura du nucléaire qui peut nous permettre d'assurer l'intermittence. Ça peut être une centrale biomasse. C'est aussi le stockage de l'énergie, mais qui est possible uniquement dans des conditions limitées, notamment par les batteries, par aussi le déploiement des véhicules électriques qui doit permettre de servir de batterie quand ils ne sont pas utilisés, pour réinjecter ensuite le réseau, l'électricité plus tard sur le réseau. Et aussi l'adaptation de la consommation. Donc ça, on connaît déjà, je ne sais plus c'est quoi le proverbe de EDF, adapter le programme, décaler les consommations, etc. Tarif heure bleue, heure verte, etc. C'est aussi la recharge intelligente des véhicules électriques, le décalage des usages des appareils électriques et les différentes capacités d'effacement. Ça veut dire que quand il y a un pic, ça existe déjà. Certains industriels ou certains usages sont déterminés, sont effacés, c'est-à-dire qu'on les stoppe en échange d'une rémunération. Et aussi, dernier élément, donc on a dit mise en place d'un pool de flexibilité, rythme de déploiement des énergies renouvelables très renforcé, et aussi un renforcement massif du réseau, donc pour assurer l'intermittence et renforcer le réseau. Donc des investissements à hauteur de plusieurs milliards d'euros par an dans le réseau pour assurer cette flexibilité. Donc là, c'est vraiment ce triptyque là qu'il faut qu'on réussisse à mettre en place, qui est possible sur le papier, mais qui devra aussi s'adapter au fur et à mesure des conditions. Le programme qu'on porte en 2017 et en 2022, en matière électrique, il devra être adapté en 2027. Ça dépendra de l'état dans lequel on récupérera le pays et que nous le laissera Macron. Macron, il est en retard, son gouvernement est en retard sur les énergies renouvelables, en retard sur la sobriété, en retard sur la planification. On manque de moyens pour instruire les différents dossiers. La loi de programmation énergie-climat, on l'attend depuis 2 ans. La stratégie nationale bas carbone n'est pas publiée et devait être publiée depuis plusieurs mois, au même titre que la programmation plan de l'énergie. Donc le pays et les acteurs industriels et du privé aussi manquent de visibilité. Donc vraiment, ça c'est la question clé. Et pour conclure un peu, donc on a vu de 2 points importants, la question de la sobriété et la question des énergies renouvelables. On a essayé de dessiner aussi quelques grandes caractéristiques de la manière dont nous on pourrait opérer la bifurcation du système énergétique. Donc avant de se poser la question du comment on produit, on appuie donc déjà sur la détermination collective des besoins énergétiques et du niveau de sobriété socialement acceptable. Ça c'est la première étape, avec une volonté chez nous d'activer en premier des leviers de sobriété, des leviers collectifs, avant d'aller appliquer des leviers technologiques trop importants ou trop risqués. Ça implique, il faut avoir bien conscience, donc une réelle bifurcation des modes de vie pour les déplacements, les stratégies d'habitat et d'urbanisme. Côté production, pas de miracle. On s'appuie sur les technologies qui existent. On ne va pas en inventer des solutions miracles dans les 10, 15, 20 prochaines années. On s'appuie sur les énergies qu'on maîtrise, qui existent et qu'il faut déployer massivement, avec des paris quand même importants sur la flexibilité et la capacité à répondre à la demande. Et dernier élément important, c'est la volonté de ne pas confier à la main invisible du marché la bifurcation énergétique, avec donc une stratégie, la planification démocratique du système énergétique, qui passe donc par des signaux clairs envoyés aux acteurs, via les lois votées et les documents planificateurs,
via un renforcement des moyens publics pour accélérer le développement de la transition, le renforcement des capacités de planification et même la maîtrise d'ouvrage public sur les plus grosses installations. C'est absurde que en fait, le privé vienne faire par exemple de l'éolien en mer alors que c'est l'État qui fait tout, qui choisit l'endroit, qui fait les études, qui identifie la zone, qui fait toutes les autorisations, les démarches réglementaires, et à la fin on dit à un opérateur privé tu peux t'installer là. Mais pourquoi on ne dirait pas à EDF dans le cadre d'un pôle public d'énergie d'y aller et de faire son parc éolien? Et enfin de renforcer les financements publics et privés, mais je pense qu'on en parlera après. Et de bâtir aussi la souveraineté, dernier point, la souveraineté industrielle sur les technologies clés de la bifurcation énergétique. On sait que par exemple 80% des panneaux solaires sont installés et sont fabriqués en Chine. Il y a un vrai enjeu de regarder sur les technologies dont on a besoin, d'identifier dans quel état sont les filières, comment est-ce qu'on s'assure qu'elles soient faites dans des conditions environnementalement intéressantes, et comment est-ce qu'on s'assure que l'État ait un certain contrôle, à la fois sur les mouvements de capitaux des entreprises clés, pour qu'elles passent pas sous pavillon étranger. Par exemple, on pensait aux turbines pour les centrales nucléaires qui avaient été vendues aux Américains pendant quelques années. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est nous, on suppose que toutes ces logiques là qu'on a identifiées de planification, de sobriété, de gouvernement par les besoins, semblent contribuer donc à l'objectif numéro 1, qui est quand même la bifurcation d'une infrastructure clé du système capitaliste. Par le gouvernement par les besoins, on fait l'inverse de ce que fait le capitalisme, qui, comme vous le savez, produit avant de réfléchir à la finalité de ses productions. Et ensuite, on a la mise en place de la sobriété aussi, qui va donc à l'encontre des logiques d'accumulation, de prédation et d'expansion du capitalisme. Et enfin, la logique de planification qui s'oppose radicalement à l'organisation de la société par le libre marché. Donc on a toutes ces logiques-là qui, on pense, contribuent à une bifurcation énergétique réelle du système, même si on pourrait détailler technologie par technologie, choix par choix, la manière très concrète dont on rend ça opérationnel dans les prochaines semaines ou les prochains mois si jamais on était au pouvoir. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation claire et très complète. Lucie, on va te laisser la parole maintenant. Je le disais dans la présentation, tu as notamment beaucoup travaillé sur la finance. Peux-tu nous expliquer aujourd'hui, pour toi, les besoins et le rôle de la finance justement pour réussir à sortir de ces énergies fossiles qu'on discute depuis quelques minutes? Merci beaucoup et déjà merci pour l'invitation. Je suis ravie vraiment d'être là. Avant de parler de la finance, je vais revenir sur quelques chiffres sur l'état des lieux énergétiques au niveau mondial, parce qu'on a beaucoup parlé là du contexte français, et c'est extrêmement important puisque la bifurcation énergétique, c'est pas seulement lutter contre le dérèglement climatique, c'est assurer des meilleures conditions de vie pour l'ensemble de la population française et notamment les plus précaires. Cependant, il y a un enjeu à ce que la France aussi se positionne sur les questions internationales, puisque le réchauffement climatique, il a pour principe d'impacter tout le monde, quel que soit le lieu où sont émises les émissions de gaz à effet de serre. Alors, les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, c'est qu'on a une explosion des énergies renouvelables. Quand je parle d'énergie renouvelable, je parle notamment de l'éolien et du solaire, qui sont vraiment les deux sources qui tirent l'augmentation de la production d'énergie renouvelable au niveau international. On a une multiplication par 7 du solaire, par 8 de l'éolien entre 2010 et 2022, une augmentation de plus de 74% de leur production. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On est sur un bon rythme. Malheureusement, il va falloir le maintenir, voire l'accélérer. Aujourd'hui, d'après l'Agence internationale de l'énergie, il faut multiplier par 2,2 les investissements dans la transition d'ici 2030. Quand je dis transition, ça va être les usages, l'efficacité énergétique, mais ça va être aussi la production d'électricité qui, elle, doit être multipliée par plus de 2 d'ici 2030. Ça se développe, on va dans le bon sens. Malheureusement, ces énergies renouvelables, elles ne remplacent pas du tout les énergies fossiles. Malheureusement, elles complètent les énergies fossiles qui, elles, continuent également de croître. Leur production ne cesse d'augmenter depuis 2010. On a augmenté de 14% leur production entre 2010 et 2022.
ce qui est bien entendu aux antipodes de ce qu'il faudrait faire, toujours d'après la même Agence internationale de l'énergie, qui est un peu le Saint-Pape sur les questions énergétiques, pour tous les acteurs, que ce soit des décideurs économiques, financiers et politiques, il faut baisser de 28% la production d'énergie fossile d'ici 2030, et pas seulement du charbon, mais également du pétrole et du gaz, de 21% pour le pétrole et de 18% pour le gaz. Or, la très très mauvaise nouvelle, c'est que quand la part du pétrole et du charbon diminue dans le mix, la part du gaz, elle continue d'augmenter. Donc on a une augmentation en absolu, mais on a aussi une augmentation en relatif de la production gazière que beaucoup de décideurs économiques, politiques, mais également financiers souhaitent promouvoir en tant qu'énergie de transition, alors qu'il faut rappeler que c'est une énergie fossile qui a un impact tout aussi désastreux que les deux autres sur le climat et sur la santé de la population, puisque les deux sont extrêmement liés. Donc cette situation, il faut le rappeler, c'est notamment la responsabilité du secteur financier, parce que le monde qui nous entoure aujourd'hui, il est le résultat des décisions qui ont été prises hier par les grandes banques, les grandes sociétés d'assurance, les grandes sociétés d'investissement. Et il faut être très clair, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de bifurcation énergétique, il n'y aura pas de Green Deal sans une mobilisation du secteur financier. On peut faire exploser, si on a le pouvoir, les règles de Maastricht pour mobiliser la finance publique, mais dans tous les cas, il va falloir mobiliser la finance privée. Aujourd'hui, d'après les études, que ce soit au niveau national, européen ou international, c'est 80% des financements pour la transition qui doivent venir du secteur privé. Donc il va falloir changer la manière dont nos grandes sociétés financières opèrent. Et dans le reste de mon intervention, je vais surtout parler des banques, notamment parce qu'il faut comprendre que la situation, tout ce que je vais dire, c'est à peu près pareil pour les sociétés d'investissement ou d'assurance. Mais par contre, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que les banques qui, comme acteurs financiers. Les assureurs jouent un rôle critique dans le développement du monde qui nous entoure. En vérité, un grand projet d'infrastructure ou un projet d'énergie renouvelable, avant même d'aller chercher des financements, il doit trouver un assureur. Cet événement, il a lieu parce qu'il y a des sociétés d'assurance, je pense, c'est pas non plus je sais pas combien ça chiffre en termes de coûts, mais je pense qu'une seule suffit. Par contre, les grands projets d'énergie fossile dont on parle, c'est plusieurs sociétés d'assurance qui vont se mobiliser pour assurer les risques liés à leur développement puis à leur opération, et c'est ce qui permet ensuite aux entreprises d'aller chercher les financements, les permis, autorisations publiques, etc. Donc quand on va parler de changer la finance, on va parler de changer ces trois acteurs privés, banques, assureurs, investisseurs. Et bien entendu, ces trois acteurs privés n'évoluent pas dans un vase clos. Ils sont aussi le résultat, leurs comportements sont influencés par des institutions de soft law ou de hard law. De hard law, la réglementation, les gouvernements. Donc c'est extrêmement important de se soucier de la position du gouvernement français, de ce qu'il fait au national, mais aussi de ce qu'il porte, et notamment de ce qu'il porte au niveau européen. On y reviendra, malheureusement, c'est pas très bon. Et il est également important de se soucier des autres acteurs dans l'écosystème public, les banques centrales, par exemple, les agences de régulation, et encore de tous les autres acteurs de l'écosystème financier, les acteurs cachés de la finance, comme je les appelle, les agences de notation, les fournisseurs d'indices, etc. Il y a tout un écosystème financier qui doit être transformé si on veut réallouer les financements des problèmes vers les solutions, et c'est ce à quoi travaille tous les jours l'équipe de Reclaim Finance. Un dernier mot juste sur l'importance de la finance. C'est pas l'importance de la finance, mais c'est l'importance de se mobiliser en France sur la finance. On l'oublie souvent, mais on a en France un des secteurs financiers les plus importants au monde. On a le 4e secteur bancaire le plus important au monde. BNP Paribas, Crédit Agricole sont parmi les 10 premières banques financières au monde. Donc quand on change le comportement de BNP et de Crédit Agricole, on ne change pas seulement les pratiques économiques et en France. On a des impacts en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord, etc. On a aussi AXA, qui est un des plus gros assureurs corporate, donc des multinationales au niveau mondial.
Et on a des gestionnaires d'actifs qui pèsent beaucoup. On connaît tous BlackRock, mais vous connaissez peut-être maintenant Amundi, qui est la première société de gestion d'actifs européenne, qui est la seule parmi les gestionnaires d'actifs européennes qui pèse dans la cour des grands, qui joue avec les Américains en termes de taille. Bien entendu, les BlackRock sont déjà 4 fois au moins plus grands que Amundi, mais Amundi, c'est le top 10 des plus gros gestionnaires d'actifs au niveau international. Et là, on a eu une annonce récente, BNP Paribas veut racheter AXA XM, donc on a un deuxième géant qui arrive dans le top 5 européen, sachant qu'on avait déjà Natixis IM, qui est la branche d'investissement de Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, agir sur la finance, c'est extrêmement important pour la bifurcation en France, mais également au niveau international. Et il faut comprendre que, bien entendu, on fait partie de l'Union européenne et qu'il y a des discussions au niveau de l'Union européenne sur la réglementation financière et qu'à travers cette échelle-là, on peut également impacter les activités des grands acteurs financiers européens qui, et par ailleurs, en termes de réglementation, tout ce qui est fait en Europe influence souvent ce qui va être fait ensuite à l'étranger, notamment au Canada. Ils regardent beaucoup les textes européens. Et là, pourquoi j'en parle ? J'en parle parce que le pays qui bloque systématiquement toutes les avancées en matière de réglementation financière au niveau européen, c'est la France, parce que la France a un gros secteur financier, donc il protège son secteur et est une force conservatrice au niveau de l'Union européenne. Donc il y a vraiment un gros enjeu à ce qu'on se réapproprie cette question financière pour remettre l'économie à l'endroit. Merci pour cette première partie. Donc, tu nous parles là d'un système qui est quand même très cadenassé. Est-ce que, pour toi, tu peux nous dire quel serait l'idéal d'un modèle de financement efficace pour la bifurcation énergétique et nous dire, même si tu viens de l'évoquer un petit peu, mais est-ce que les banques, et notamment les banques françaises, sont ou peuvent jouer un rôle essentiel dans cette bifurcation énergétique ? Alors, ce qu'il faut, c'est assez simple, c'est arrêter de financer ce qui ne va pas dans la bonne direction, financer ce qui va dans la bonne direction. Donc, ça veut dire on arrête de financer tous les nouveaux projets globalement d'énergie fossile, peut-être pas encore toutes les centrales à gaz. Dans certains pays, peut-être que dans certaines conditions, de nouvelles centrales à gaz peuvent être encore utiles. Mais globalement, en Europe, c'est niet. Et sinon, tous les autres projets d'extraction de pétrole, de gaz, de charbon ou les grands projets d'infrastructure comme les terminaux de gaz naturel liquéfié, vous avez tous entendu parler du terminal méthanier au Havre. Ça, construire ces nouveaux projets-là, c'est pas du tout bon pour la planète. Chacun d'entre eux est incompatible avec une trajectoire qui vise à contenir le réchauffement sous la barre des 1,5 degrés. La bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est que l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas du tout une agence de protection de l'environnement, elle a fait l'apologie et la défense des énergies fossiles pendant des années, et j'en reviens toujours pas de me lever tous les matins en ayant l'Agence internationale de l'énergie de mon côté dans ce combat pour la fin des financements aux énergies fossiles. Elle est catégorique, il est possible de ne plus construire de nouveaux projets d'énergie fossile et pourtant de répondre aux besoins énergétique au niveau international. C'est tout à fait jouable, quoi qu'en dise Patrick Pouyanné de Total Énergie. Donc ça, il faut arrêter. Et à l'inverse, il faut que les banques prennent des engagements d'augmenter leur financement aux solutions et notamment aux énergies soutenables, à la production d'électricité soutenable. Donc l'Agence internationale de l'énergie nous fournit aussi une feuille de route à ce niveau-là, puisqu'elle indique qu'en 2030, dès lors qu'on mettra $1 dans les énergies fossiles, il en faudra 6 dans la production d'électricité soutenable et 10 globalement dans la transition. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui me permet de vous dire, ça semble hyper facile sur le papier. On identifie les bonnes activités, les mauvaises activités. On arrête d'en financer certaines et on finance les autres. C'est hyper facile si les flux financiers étaient directement dirigés d'un acteur financier vers un actif isolé, ce qui n'est pas le cas. La réalité des flux financiers, des flux bancaires, je vais parler des banques comme je vous le disais, plus de 90% des financements ne sont pas orientés vers des projets, mais sont orientés vers des entreprises.
Et là, ça se complique parce que vous avez des entreprises qui font plein de choses très très bien, mais qui continuent de faire des choses très très mauvaises pour la planète. Et donc, il y a un enjeu aussi à ce qu'on puisse identifier quelles sont les entreprises qui, dès maintenant, doivent être exclues de tout soutien financier parce que, clairement, elles ne jouent pas collectif et elles continuent d'aggraver le réchauffement de la planète en développant des nouveaux projets d'énergie fossile. Quelles sont les entreprises qui opèrent des énergies fossiles mais qui potentiellement n'en développent plus et peuvent être du coup accompagnés et poussés petit à petit à fermer leurs infrastructures fossiles en opération. Il y en a des milliers, on n'arrive pas en France à fermer 2 pauvres centrales à charbon. Il y en a plus de 6600 unités de production d'électricité de charbon dans le monde. Donc le défi de la fermeture des actifs fossiles est un enjeu énorme et ça va avoir besoin de financement. Donc, il faut voir les entreprises, comment on les pousse à fermer ces actifs-là et à développer au contraire de nouvelles activités. Et puis, il y a les entreprises qui sont déjà vertueuses, qui, elles, c'est open bar, servez-vous, je vous finance. Globalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Malheureusement, on en est très 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 loin. Concernant les financements des grandes banques françaises aux énergies renouvelables, on estime que lorsqu'elles mettent $1 dans les énergies fossiles, elles en mettent 1 à 1,5 dans la production d'électricité renouvelable. Alors vous allez me dire, 1, 1,5, on est très loin des 6, mais en même temps, le 6, c'est un montant à atteindre en 2030. Donc, elles ont le temps de progresser et d'augmenter leur financement aux énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de planification. Le problème, c'est qu'il faut prendre des engagements de financement et qu'aujourd'hui, les banques internationales comme les banques françaises, à une exception, n'ont pas d'objectif de financement à la production d'électricité soutenable à 2030. BNP en a un et BNP publie déjà des ratios de financement, de combien elle finance les fossiles versus les énergies renouvelables. Mais ça, je le mentionne, non pas pour applaudir BNP, mais juste pour rappeler que quoi qu'on fasse et qu'on fera sur la finance en termes de réglementation, il faut toujours assurer un contrôle, une vérification des engagements, de l'intégrité des engagements. Est-ce qu'il y a du greenwashing ? Est-ce qu'ils mentent ou est-ce qu'ils ne mentent pas ? Et une vérification de l'application des engagements. Et je le mentionne là parce que les banques, qu'elles soient françaises ou internationales, elles ont une fâcheuse tendance, très surprenante, que lorsqu'elles publient et qu'elles communiquent sur leur financement aux fossiles versus leur financement aux renouvelables, elles ont tendance à avoir des méthodologies de calcul qui diminuent leur financement aux fossiles et qui augmentent leur financement aux énergies renouvelables. C'est très étrange. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a bien entendu un enjeu à ce que ce soit encadré, que ce soit au niveau national, européen ou international. Donc ça, c'est où on en est concernant les financements à la transition des grandes banques françaises. Je ne l'ai pas dit, mais quand je dis les grandes banques françaises, je parle des celles qui pèsent réellement, donc BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Les autres, on pourra en parler, elles sont importantes, notamment pour le financement de la transition en France. Cependant, elles pèsent beaucoup moins au niveau international, voire pas du tout. Donc ça, c'est pour les financements à la transition. Concernant les financements aux énergies fossiles, eh bien, on a collecté à travers notre travail entre 2021 et 2023 67 milliards de dollars de financement de la part des grandes banques françaises au développement des énergies fossiles. Depuis 2021, alors que c'est cette année-là, en 2021, que l'Agence internationale de l'énergie nous dit stop, il n'en faut plus et on ne doit plus en développer si on veut contenir le réchauffement à 1,5 degré. Et c'est également la même année que toutes les banques françaises, ainsi que pas mal d'autres banques, ont pris un engagement à aligner leur portefeuille et leurs activités sur ce fameux objectif de 1,5 degré. Donc on voit là qu'il y a des engagements qui du coup ne sont absolument pas reflétés dans les pratiques des grandes banques françaises. Et vous allez me dire, mais je comprends pas parce qu'on entend à longueur de journée quand je vais chez mon banquier qu'ils sont très engagés sur la question climatique, il y a des photos de renouvelables partout, tout le monde nous dit que la France c'est avec Paris la capitale de la finance verte. Comme tout boniment, c'est un petit peu vrai.
C'est un petit peu vrai au sens où les banques françaises et les acteurs financiers français ont fait le taf globalement sur le secteur du charbon. Par contre, sur le secteur du pétrole et du gaz, tout quasiment reste à faire, puisque au niveau des projets, on a certaines banques qui continuent de financer certains projets, notamment tous les terminaux de gaz naturel liquéfié. Globalement, tout le travail reste à faire. Et au niveau de l'extraction, on a un dernier mauvais élève au niveau des financements de projets, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui aujourd'hui peut encore financer de nouveaux champs gaziers. Ça, c'est au niveau des projets. Au niveau des entreprises, globalement, les banques françaises peuvent toujours continuer par certains moyens, mais alors là, à des échelles assez différentes, de financer des entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile. Et là, on rentre dans le côté bonne nouvelle, parce que cette année, on a réussi à pousser BNP Paribas, puis Crédit Agricole, à faire 2 annonces. La même annonce, à savoir ne plus participer à l'émission d'obligations. Ça veut dire, les obligations, c'est des titres de dette. C'est la même chose qu'un crédit, sauf que c'est auprès des investisseurs, grâce à l'intermédiaire des banques. C'est pas directement à rembourser auprès des banques. Donc ces titres de dette-là, qui fournissent de plus en plus d'argent frais au secteur énergétique, les 2 banques françaises ont annoncé qu'elles ne participent plus à ces émissions d'obligations pour l'industrie pétrolière et gazière. Autrement dit, on a BNP Paribas, Crédit Agricole, le premier et le deuxième financeur de Total Energy, qui ne veulent plus donner d'argent frais à Total Energy à travers ce mécanisme financier. Ça, c'est colossal. C'est colossal, d'autant plus qu'il faut rappeler que BNP Paribas, son président, siège au conseil d'administration de Total Energy et que lui, il n'a pas encore avalé la pilule et continue de défendre Total Energy publiquement. Mais globalement, lorsque vous écoutez, il y a eu une commission d'enquête au Sénat sur les moyens d'action qu'a l'État pour agir sur Total Energy. BNP Paribas reconnaît que Total, c'est pas le monde de demain, c'est fini, on veut plus les financer pour leurs activités pétrolières et gazières. Donc ça reste à prolonger, il faut aller chercher les autres acteurs financiers, mais on voit qu'on peut faire bouger les choses dans la bonne direction. Alors avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, peut-être revenir, tu parlais tout à l'heure du niveau réglementaire, peut-être revenir sur cet aspect-là, comment on agit, comment on peut agir, et savoir si tu peux nous dire si nous le faisons actuellement, et toi, quel regard tu as sur l'aspect réglementaire actuel. Alors en effet, puisque ça avance, mais ça avance clairement pas assez vite. Moi, les campagnes que j'ai pu mener sur le charbon, j'ai commencé en 2013. Et globalement, je considère, bon déjà qu'on n'a pas totalement fini le travail, mais on a vraiment eu satisfaction de se dire là, on a vraiment des banques qui arrêtent de financer le développement, qui ont des plans de sortie, qui poussent les entreprises à fermer leurs centrales à charbon et compagnie. C'était à partir de 2019, vraiment 2020. Donc on a mis 7 ans. Sur le pétrole et le gaz, là, on a une victoire, mais concrètement, ça va prendre aussi très très longtemps. Or, on n'a pas ce temps-là, puisqu'il nous faut réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc il nous faut de la réglementation. Malheureusement, on ne part pas avec une bonne dynamique, puisque au contraire, on a 20 ans de renoncement politique sur la question de la réglementation financière, puisque l'approche qui domine, et qui domine depuis très longtemps en France avec une première loi NRE en 2001, c'est le reporting extra-financier. Globalement, c'est se dire qu'on va pousser les acteurs financiers à faire du reporting sur l'impact du climat sur leur activité et à reporter des informations environnementales, sociales et gouvernance qui sont liées à leur activité. Ça part aussi du principe que améliorer la transparence, et pas seulement du coup le demander aux acteurs financiers, mais le demander à tous les acteurs économiques, toutes les entreprises. On part du principe que puisque toutes les entreprises publieront ces informations, les acteurs financiers étant rationnels, bien entendu, ils vont réallouer leur financement vers les activités et les entreprises au comportement vertueux et arrêter de financer le reste. Ça, c'est aussi dans une logique qu'ils veulent se protéger des risques financiers liés au climat demain.
mais se mettent complètement le doigt dans l'œil. L'information n'a jamais fait l'action. On parle souvent des majors pétrolières qui sont au courant de l'impact des gaz à effet de serre sur le climat depuis les années 70. Bon, les acteurs financiers, c'est pareil. Le premier rapport d'un réassureur, les réassureurs, c'est les assureurs des assureurs, parce que le monde est bien fait. Les assureurs prennent tellement de risques en assurant des projets pourris que du coup, ils ont besoin de réassureurs pour leurs activités. On a un réassureur en France qui s'appelle SCOR, qui est le 4e plus gros au monde. Et donc, ce réassureur-là, un des plus gros, Munich Re, en 73, il publie un rapport en disant « Attention, risque climatique ». Risque climatique, sauf que son idée de génie, c'est pas de se dire je vais arrêter de mettre des pièces dans la machine du dérèglement climatique parce que la meilleure protection contre les risques financiers liés au climat, c'est de stopper le dérèglement climatique. Il va se dire non, moi avec mes modèles, je sais éviter d'être impacté par le risque lié au climat. Donc, soit je vais augmenter mes primes, soit je vais arrêter d'assurer certains comportements. Et voilà, la gestion du risque me permet pour l'instant de garder ma capacité à générer du profit. Donc l'information n'a jamais fait l'action et malheureusement, globalement, au niveau réglementaire, c'est surtout des textes qui augmentent la transparence et le reporting qui sont mis en place. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, au contraire avec Clem Finance on adore la donnée, donc plus d'informations on sera heureux. Par contre ça risque quand même au niveau financier pur d'augmenter la taille des rapports en papier glacé des banques, les rapports RSE, mais ça ne risque pas d'entraîner une réallocation des flux financiers. Donc ce vers quoi il faut aller, c'est plutôt un triptyque réglementaire, contraindre, inciter et faciliter. Donc je ne jette pas avec facilité, c'est bien de l'information et donc il ne faut pas non plus tout arrêter. Contraindre, c'est-à-dire reprendre le pouvoir tout simplement, le contrôle des institutions financières en adoptant de la réglementation normative qui impose certains comportements et interdisent certains comportements. On le fait bien avec les moteurs thermiques, on va interdire en 2035 la vente des moteurs thermiques. On peut aussi arrêter le financement de certaines pratiques qui n'ont aucun sens d'un point de vue climatique. Il y a eu des tentatives dernièrement par une députée des Verts, Cyrielle Châtelain, qui a demandé à l'arrêt des financements aux énergies fossiles. Comme toutes les propositions qui ont été mises en place ces 7 dernières années, elles ont été opposées, bien entendu, par la majorité ou les majorités en place qu'il y a eu. La bonne nouvelle, c'est que, et c'est hyper important lorsqu'on parle de planification, c'est qu'au niveau européen, il y a une directive qui est passée qui demande aux entreprises et aussi aux acteurs financiers d'avoir un plan de transition. Donc un plan de transition, c'est ce qui va permettre aux acteurs financiers, qui sont des acteurs qui raisonnent sur le court terme. Un acteur financier, il va regarder sa rentabilité à très très court terme. Les prêts, ils peuvent être remboursés sur 4 ans quand on a de la chance, mais beaucoup d'acteurs financiers regardent leurs résultats financiers sur une échéance, un horizon de temps encore plus courte. Le plan de transition, c'est un outil réglementaire qui permet de pousser les acteurs financiers à se projeter sur le long terme et à prendre des engagements de financement de certaines pratiques et de renoncement d'autres pratiques, de décarbonation de leur portefeuille, etc. Donc ça, c'est passé grâce à la mobilisation qu'il y a eu notamment en France. Malheureusement, la bataille n'est pas finie parce que, comme vous le savez, le diable se cache souvent dans les détails. Donc encore faut-il regarder ce que les acteurs financiers vont être requis de mettre dans ces plans de transition. Et bien entendu, il va falloir que les autorités de régulation, comme l'AMF, aient les moyens de contrôler la qualité de ces plans et leur mise en place. Et ça, aujourd'hui, c'est absolument pas prévu. Mais voilà, un type de mesure normative réglementaire pour tordre le bras, contraindre le comportement de certains acteurs financiers. Il y a beaucoup de mesures qui visent à jouer sur le couple incitation-dissuasion. Vous avez par exemple aujourd'hui des banques centrales qui peuvent rendre plus cher le financement des énergies fossiles et rendre moins cher le financement par exemple des énergies renouvelables ou de la rénovation thermique des bâtiments en mettant en place des taux différenciés ou en jouant sur les outils de leur politique monétaire et prudentielle. En 2 mots, c'est juste vraiment comment on s'assure que les banques
doivent payer plus cher, doivent mettre plus d'argent de côté dès lors qu'elles vont financer des activités nocives pour la planète. Et à l'inverse, elles ont moins de contraintes si elles financent des bonnes activités. Donc ça, c'est une des mesures phares aujourd'hui qui est portée et qui est à défendre au niveau de l'Union européenne, mais qu'on ne pourra pas gagner sans mobilisation française. Une autre mesure, ça va être aussi au niveau de l'épargne, mais j'y reviens dans mon troisième point, vu que je pense qu'il faut raccourcir le temps, qui est les mesures de facilitation. Aider aussi, par exemple, les épargnants à s'y retrouver pour mettre leur argent au bon endroit. Aujourd'hui, en France, on a un rapport, vous le connaissez peut-être, le rapport Pisani-Ferry-Mazouf, qui dit qu'il nous faut trouver 66 milliards d'euros supplémentaires chaque année pour financer la transition. 66 milliards. L'épargne des Français, c'est 6 000 milliards. Donc, activer l'épargne est un levier extrêmement intéressant. Or, aujourd'hui, on a des produits d'épargne qui, globalement, ne sont pas fléchés. Et s'ils ne sont pas fléchés, ça veut dire que c'est, soi-disant, la neutralité du marché. La neutralité du marché, c'est le statu quo, c'est la poursuite des mêmes logiques, des mêmes dynamiques passées, et donc c'est aller droit dans le mur. C'est continuer, c'est perpétuer un modèle de production fondé sur la consommation d'énergie fossile. Donc là, il est possible de mieux indiquer aux épargnants, à travers un éco-score, comme le Nutri-Score, ce qui se trouve dans leurs produits d'épargne pour les aider à choisir les produits d'épargne qui sont bons pour la planète. Et très souvent, et je finis là, il faut jouer sur ces trois niveaux, même au niveau de l'épargne. Au niveau de l'épargne, vous pouvez contraindre déjà les activités des acteurs financiers. On a gagné une grosse bataille contre Bercy, contre Total et contre Amundi l'année dernière, en faisant sortir Total et les énergies fossiles d'un produit d'investissement qui s'appelle l'investissement socialement responsable, mais qui portait ce nom-là, mais c'était juste le nom, parce que dedans, il y avait du fossile, de l'armement, des entreprises comme Amazon ou autres, qui ont un rapport très approximatif aux droits humains. Et on a réussi à faire sortir les énergies fossiles de ce label-là qui pèse quand même 800 milliards. Donc ça, on a gagné ça. Et aujourd'hui, on peut étendre ça à ce que tous les produits qui sont dits planète, durable, transition, n'aient plus d'énergie fossile. Ça, c'est la contrainte. On incite, on dissuade. Eh bien, aujourd'hui, on a des processus de défiscalisation de l'épargne. Si vous avez une assurance vie, vous bénéficiez de défiscalisation. C'est absurde, l'assurance vie, 70% des fonds, même lorsqu'ils sont dits durables, financent des énergies fossiles. Donc ça, il faut arrêter. Il faut conditionner la défiscalisation à ce que l'argent aille au bon endroit. Sinon, c'est de l'autosabordage des dépenses publiques, puisque l'État perd de l'argent via de la défiscalisation pour des produits d'épargne qui vont à l'encontre des objectifs climatiques nationaux. Et enfin, faciliter, c'est le fameux éco-score. Et donc voilà, pour chaque mesure réglementaire, il y en a plein à disposition. On va souvent devoir activer les trois niveaux. Merci à toi Lucie, merci à tous les deux pour votre expertise. On va laisser la parole, mais juste avant, effectivement, tu le disais, remercier aussi l'Institut Labo ici qui fait ce travail de fond toute l'année avec les différentes formations. Et aussi remercier et saluer quand même deux collègues à moi qui travaillent sur ces questions énergétiques très régulièrement, Maxime Lenné et Mathias Tavel, qui sont vraiment deux députés de notre groupe qui travaillent beaucoup sur ces questions d'énergie. Et donc voilà, c'était aussi important de les citer.